nous avons à faire face à deux guerres. Il y a la guerre avec l'Iran, qui tourne autour de son potentiel nucléaire possible et de son influence dans la région, de manière à faire tomber tous les régimes musulmans modérés. Et deuxièmement, il y a notre conflit avec les Palestiniens. C'est un conflit qui existe depuis plus de 100 ans. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec le docteur Yochanan Manor. Yochanan, bonjour, Boker Tov. Shalom, Boker Tov. Vous êtes politologue et je voudrais avec vous faire le point sur la situation. Je dois vous dire que dans la revue de la presse que nous avons préparée ce matin et que nous allons diffuser dans quelques instants après notre conversation, il y a beaucoup de critiques de la part d'analystes, d'éditorialistes sur la gestion par le gouvernement actuel de la crise, de la guerre actuelle sur le plan dans la bande de Gaza, dans les combats, mais aussi sur le plan diplomatique, sur le plan politique, diplomatique et sécuritaire même. On voit que par exemple il y a eu de vives tensions entre Tsahal et le Premier ministre hier autour de l'acheminement de ces médicaments. Devait-on vérifier les camions à l'entrée donc de la bande de Gaza pour voir s'ils contenaient peut-être des armes ou des pour le Hamas ou pas. Finalement on s'est rejeté la responsabilité. Finalement Netanyahou a apparemment cédé à Bezalel Smotrich qui a exigé une vérification et il a accepté le principe d'une vérification. Beaucoup, on va dire, de grincements de dents un peu partout. Vous avez le sentiment qu'après plus de 100 jours de guerre, le gouvernement piétine un peu ? Non, il ne piétine pas, mais il a des décisions difficiles. Et surtout, ce qui est le plus difficile, c'est que certains acteurs n'ont pas une prise de décision objective. Leur calcul ne procède pas de savoir quelle est la meilleure manière de faire pour tel ou sujet du point de vue de l'État d'Israël et de sa sécurité et de son statut dans la région. Il y a d'autres considérations personnelles, personnelles et politiciennes qui interviennent et qui compliquent encore plus les choix extrêmement difficiles qu'il y a à faire. Déjà, c'est difficile, même très difficile. Mais c'est encore plus difficile parce que il y a ici des éléments qui sont introduits qui n'ont rien à voir avec les sujets eux-mêmes qui sont difficiles à traiter. Comme par exemple la tension personnelle entre Gallant et Netanyahou ? Oui, mais la tension personnelle, je dirais que elle n'a fait que s'envenimer. D'abord, Netanyahou n'était pas content d'avoir été obligé de le faire revenir. Ensuite, sur les sujets de fond, il y a des désaccords. Alors évidemment, ça complique beaucoup les choses. C'est énormément les choses. Et on ne sait jamais, est-ce que c'est l'inimitié qu'il y a entre eux et qui s'est renforcée après la tentative de mettre fin à la mission du ministre de la Défense, ou est-ce qu'il y a d'autres éléments qui sont liés à des choix objectifs difficiles à prendre? Et ce sont des choix difficiles à prendre. Alors, je voudrais avoir votre appréciation, Yochanan, sur une question qu'on peut se poser légitimement. On est plus de 3 mois après le début de la guerre. Les estimations de tous les responsables, sécuritaires, militaires et politiques, affirment que la guerre va être longue, que l'année 2024 va être une année de guerre dans le sud, peut-être aussi dans le nord. À partir du moment où on rentre dans un conflit prolongé, que ce n'est pas une guerre éclair, ni des 6 jours, ni des 3 semaines, ni même d'un mois, est-ce que vous pensez que un gouvernement qui est tenu pour responsable de ce qui s'est passé le 7 octobre peut continuer à gouverner dans la durée, ou alors peut-être le moment est venu de crever l'abcès et de provoquer des élections anticipées en menant une campagne électorale sous certaines conditions, de ne pas exagérer en matière de division et d'essayer de reformer un gouvernement d'union nationale après des élections? Qu'est-ce que vous dites de ce cas de figure? D'abord, j'ai 3 remarques à votre question. La première concerne le fait que les guerres éclairs et les guerres qui se règlent par un knockout, oui, ça n'existe plus. Même la guerre des 6 jours, qui était encore une guerre de ce type-là, elle a été suivie par une guerre d'usure et par une autre guerre, par la guerre de Kippour. Donc,
même celles qu'on croyait être vraiment le paradigme des guerres éclairs, 6 jours, il s'avère que actuellement, dans le monde actuel, dans la région où nous vivons, de toute façon, mais pas seulement dans notre région, ça n'existe plus. Ce sont des guerres qui changent de forme et qui passent de guerre larvée à guerre active, à guerre superactive, à guerre moins active, sur un théâtre d'opération sur un autre. Donc, ce que je veux donc dire, c'est que c'est intéressant que les médias et l'opinion se soient mis d'accord pour compter les jours de cette guerre. Parce que dès le début, dès que Israël a réagi et que son objectif, après les 2 premières semaines, a été déclaré, à savoir de détruire la capacité militaire et politique du Hamas, dès que ceci a été annoncé, aussitôt, les responsables, et militaires et politiques, ont dit que ça va durer des mois, si ce n'est des années. Ils l'ont dit. Pourquoi ? Parce qu'on a l'expérience avec ce qui se passait avec la seconde intifada. La seconde intifada, la phase active, a duré 3 mois, surtout autour du camp de réfugiés de Jenin. Et après, ça a duré 3 ans et demi pour le reste de la Gada, pour le reste de la Cisjordanie. Vous parlez de l'opération Rempart, hein, c'est cela. Et oui, comme dans la bande de Gaza, c'est encore beaucoup plus fortifié, beaucoup plus structuré. Nous sommes devant un défi sans précédent d'une lutte en territoire, en terrain bâti, comme on dit, c'est-à-dire pratiquement dans des villes et des villes souterraines. Et un type de dispositif militaire qui est entremêlé avec ça. Donc, nous n'avons pas rencontré ça dans la Gada, en Cisjordanie, ni même dans le camp de réfugiés de Jenin. Pas du tout. Donc, c'est beaucoup plus compliqué, c'est beaucoup plus difficile. L'adversaire est beaucoup plus aguerri. Il a aussi une capacité de manœuvre importante. Il nous a surpris de manière magistrale. Et donc, au début, nous avons perdu l'équilibre, nous l'avons retrouvé, mais il va falloir faire face et ça va prendre beaucoup de temps. Ça, les responsables l'ont dit, et il faut le comprendre. Maintenant, ce qui se passe, c'est que l'intensité peut diminuer, comme elle a diminué en Cisjordanie, mais elle va se déployer sur d'autres fronts. Parce qu'en réalité, nous avons à faire face à 2 guerres, pour simplifier. Hein. On peut en trouver plus, mais moi, je simplifie ça à 2 guerres. Il y a la guerre avec l'Iran, qui tourne autour de son potentiel nucléaire possible et de son influence dans la région, de manière à faire tomber tous les régimes musulmans modérés. Et deuxièmement, il y a notre conflit avec les Palestiniens. C'est un conflit qui existe depuis plus de 100 ans. Il a eu des hauts, des bas. Les Palestiniens, sous la forme du Hamas, ont développé une force militaire remarquable qui nous a infligé un défi, une défaite stratégique majeure le 7 octobre. Il faut le reconnaître. Et par conséquent, ce conflit-là avec les Palestiniens, il ne va pas s'évaporer. Ce n'est pas le même conflit que nous avons avec l'Iran. Bien sûr, l'Iran est aussi derrière. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi un conflit en tant que tel. Archa. Maintenant, excusez-moi. Lorsque nous étions en guerre contre l'Égypte et contre la Jordanie, cette guerre s'est terminée après de plusieurs affrontements très sanglants. Cette guerre s'est terminée par un accord politique, par un traité de paix. C'est ce à quoi il faut aspirer, aussi bien avec l'Iran qu'avec les Palestiniens. Et le but de la guerre, c'est pas seulement de démanteler le pouvoir militaire et politique du Hamas, et aussi de neutraliser le pouvoir nucléaire de l'Iran, c'est aussi de parvenir à utiliser la force militaire pour arriver à un accord politique. Et ça, nous sommes handicapés là-dessus. Et là, je rejoins la question que vous avez posée concernant les élections. Netanyahou sait qu'il ne va pas pouvoir se refaire. Il le sait. Il le sait en son fort intérieur. Il le sait parce que c'est un homme qui sait réfléchir, qui sait évaluer. Il le sait. Mais seulement, il n'est pas encore arrivé à la décision qu'il doit céder la place. Parce qu'il n'est peut-être pas assuré d'un arrangement pour s'en tirer
avec ses affaires personnelles de corruption. Donc, mais en fin de compte, il sait qu'il doit partir. Il sait qu'il ne peut pas continuer. Il sait qu'il n'a pas la capacité, il sait qu'il est prisonnier dans ce gouvernement, dans cette décision, d'une partie de la coalition qu'il a formée et qui le maintient au pouvoir. Cette coalition ne peut pas mener cette guerre de manière la plus appropriée. Tout le monde sait ça, y compris dans le Likoud, on sait ça. Alors, maintenant, comment et quand ça va se faire ? Ça va se faire. C'est inévitable. Et tout le monde en est persuadé, mais on ne sait pas comment. Et celui qui peut faire changer les choses, c'est Netanyahou. Il peut comprendre que s'il veut sortir, je dirais pas grandi, mais avec qu'on le respecte, il doit pour lui prendre la décision. C'est indispensable. Malgré toutes les choses positives qu'il a fait pour Israël. Justement à cause de ces choses positives. S'il veut qu'on continue à l'estimer un peu, il doit prendre sa décision. Alors, Yohanan, je voudrais revenir un peu à un des événements de ces derniers jours qui nous ramène, on va dire, dans votre domaine de prédilection, la diplomatie aussi, c'est à savoir ce qui s'est passé à la Cour de justice internationale de La Haye la semaine dernière. Ce spectacle dans lequel on voit l'Afrique du Sud déposer un recours, accuser Israël de crimes ou de comportements génocidaires. D'abord, est-ce que vous pensez qu'Israël a bien fait vous ne pouvez pas faire autrement que d'aller à La Haye et d'être représenté comme elle l'a été à travers, on va dire, un aéropage de juristes et également avec la présence de Aaron Barak parmi les juges de cette Cour internationale ? Vous abordez plusieurs questions qui sont vraiment pertinentes, très pertinentes. Je voudrais d'abord vous rappeler que la Cour de justice internationale, la Cour de La Haye, comme on dit, à ne pas confondre avec la Cour pénale internationale. La Cour de justice, c'est une partie de la Charte des Nations Unies. Autrement dit, c'est une cour politique. C'est une cour qui est censée régler les conflits entre les États membres des Nations Unies. C'est ça son statut. Donc, elle est politique. Ce sont les États qui, enfin, bien sûr, ils choisissent des juristes pour les représenter. Mais tout ça se fait au prorata de la présence de chacun des presque 200 membres des Nations Unies. Oui. Et vous savez très bien que sur ces 200 membres, le nombre de pays hostiles à Israël est très élevé, est encore très élevé. Oui. Il était énorme, quasi unanime. Il n'y avait que quelques pays qui soutenaient Israël dans le passé. Maintenant, il y en a un peu plus. Mais malgré tout, la majorité, pas la majorité, la quasi-totalité de les Nations Unies sont contre Israël. Donc, ça, c'est une donnée de base qu'il faut comprendre. Maintenant, donc c'est une justice, c'est une justice biaisée, on peut dire, d'emblée. Les dés sont pipés. Pas biaisée, c'est comme ça qu'elle a été conçue. Il faut comprendre que c'est pas une justice. C'est une institution créée par les États membres pour régler les conflits entre eux. Un État membre a le droit de venir accuser un autre État membre de quelque chose. C'est le cas de l'Afrique du Sud. C'est tout à fait son droit. Et la Cour actuelle, ce ne sont pas des juristes qui ont été nommés pour leur qualité professionnelle par je ne sais pas qui. Ils ont été nommés par chacun des États. Donc, donc vous confortez ma question. Ça veut dire que voilà, ils sont dans cette cour. Oui, ça veut dire que finalement Israël n'a rien à espérer d'un tel forum. Non, on ne peut pas dire ça. On ne peut pas dire ça. C'est un forum qui lui est d'emblée hostile, c'est évident, mais on peut quand même y faire entendre sa voix et on peut. Et c'est ça, Israël a donc fait un bon choix en refusant la chaise vide. Ça aurait été idiot. Elle a présenté son cas de manière très solide. Et ça, c'est important. Parce que même ces juges politiques vont être embarrassés, il leur faudra répondre. Ils ne peuvent pas dire n'importe quoi. C'est quand même du juge. Tous les pays ont choisi quand même, je ne dirais pas les meilleurs juristes, mais ceux qui sont censés le mieux représenter ces pays. Mais ce sont quand même des juristes qui sont sensibles aux arguments juridiques, aux arguments du droit international.
Donc, c'était un bon choix de la part d'Israël, et surtout, Israël a fait un excellent travail. Et la présentation était impressionnante, était solide. Ça, c'est important. Il y a autre chose. Avant d'arriver à Barak, il y a le fait qu'Israël a réussi à obtenir de l'Allemagne qu'elle aussi intervienne en tant que pays intéressé à cette question-là et qu'elle fasse sa propre déposition. C'est remarquable. C'est remarquable. Donc, dans le jeu politico-juridique qui se développe au sein de cette Cour, cet élément-là va aussi peser. Parce que ça fait réfléchir d'autres pays. C'est pas Israël seul contre lequel on peut utiliser des arguments abracadabrants. Et d'ailleurs, Israël a bien montré l'inanité des accusations de l'Afrique du Sud. Qui, bon, je ne veux pas entrer en détail, c'est compliqué, c'est complexe, il faut plus de temps. Mais donc, de ce point de vue-là, c'est bien. Et enfin, j'arrive à Barak. Évidemment, Barak, c'est la meilleure carte qu'Israël pouvait avoir. D'abord, chaque État qui est mis en accusation par un autre État peut évidemment demander, a le droit, c'est son droit le plus strict, à être représenté par des juristes de son choix au sein de cette Cour. C'est ce qu'elle a fait, en choisissant celui qui est le meilleur à même de faire ça, celui qui est le plus respecté au plan international, celui qui a également été le meilleur pour défendre Israël et son droit à se défendre. Eh bien, Yochanan Manor, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions donc sur ces deux sujets d'actualité brûlante, à savoir la gestion du conflit actuellement par le gouvernement israélien et ce qui s'est passé la semaine dernière devant la Cour de justice internationale. On aurait voulu discuter avec vous encore plus longtemps, mais on n'a pas le temps puisque la revue de la presse approche. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin, Yochanan. À bientôt. Bonne journée. Bonne journée.